Mais il le dissimula parfaitement sous son bras, le cachant contre son uniforme sombre avant même que Béatrice ne se retourne. J'ai tout ce dont j'ai besoin, mes jambes pesaient une tonne, mais je continuais à avancer, un pied devant l'autre. L'accotement sale et graveleux de la route 9 n'était absolument pas un endroit pour un piéton, et encore moins pour une femme de 28 ans portant un enfant en bas âge endormi et lourd. D'énormes camions et des berlines roulant à toute vitesse passaient devant moi à 100 km/h, soulevant de féroces nuages de poussière et de minuscules pierres qui me piquaient les jambes nues. Le soleil de l'après-midi était impitoyable, me martelant les épaules, faisant coller ma chemise en coton bon marché à mon dos de sueur. Mon fils de 2 ans, Mason, était lourdement attaché à ma poitrine dans son porte-bébé. Il était comme un four contre mon corps, mais il était épuisé. Sa petite tête pendait de côté alors qu'il dormait malgré le bruit assourdissant de l'autoroute. Je boitais. Une ampoule avait éclaté sur mon talon gauche 1 kilomètre plus tôt, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je devais continuer à marcher. Je devais mettre autant de distance que possible entre moi et cette belle maison de banlieue suffocante. Alors que je traînais les pieds dans la terre, mon esprit me jouait un tour cruel. Il me rappelait qui j'étais avant. Il y a seulement 3 ans, j'étais directrice financière dans une prestigieuse galerie d'art du centre-ville. Je portais des tailleurs. Je gérais des budgets de centaines de milliers de dollars. Je négociais avec des artistes difficiles et des collectionneurs fortunés sans jamais transpirer. J'étais brillante, indépendante et fière. Maintenant, regardez-moi. J'étais une femme échevelée et terrifiée, errant sur une autoroute dangereuse sans argent, sans téléphone et sans voiture. J'ai ressenti un profond et écrasant sentiment d'humiliation. Comment la brillante directrice de galerie était-elle devenue ce fantôme brisé au bord de la route? Soudain, le hurlement d'une sirène de police brisa mes pensées. Des lumières rouges et bleues clignotaient contre les arbres poussiéreux devant moi. Un lourd SUV de police vira sur l'accotement de gravier, ses pneus crissant alors qu'il me coupait agressivement la route. Mon cœur battait la chamade dans ma gorge. J'ai cru que Julian avait appelé la police. J'ai cru qu'il m'avait signalé pour avoir pris Mason. La portière côté conducteur s'ouvrit et un homme grand et large d'épaules en uniforme de police impeccable en sortit. C'était le capitaine Richard Davis. Il avait 30 ans d'expérience dans les forces de l'ordre, une réputation d'officier coriace et inflexible, et surtout, il était mon père. Il n'avait pas l'air d'un capitaine de police chevronné à ce moment-là. Il ressemblait à un père terrifié et paniqué. Il courut vers moi, ses lourdes bottes craquant bruyamment sur le gravier. Il me saisit par les épaules, ses grandes mains tremblant légèrement. Il baissa les yeux vers mes chaussures poussiéreuses, les traces de larmes coupant la saleté de mon visage et l'enfant en bas âge épuisé attaché à ma poitrine. Son visage se tordit dans un mélange de profond soulagement et de colère explosive. « Harper, qu'est-ce que tu fais, bon sang » cria-t-il, sa voix se brisant pour être entendue par-dessus le rugissement d'un semi-remorque qui passait. « Pourquoi marches-tu ici? Où est ta voiture » Je fixai son visage familier, profondément ridé. J'étais si fatigué. J'étais fatigué de sauver les apparences. J'étais fatigué de faire semblant que tout était parfait pour le bien des voisins, pour le bien de ma famille, pour le bien de ma propre santé mentale. Je ne pouvais plus inventer de mensonges. Je ne pouvais plus protéger les monstres. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Ma voix n'était plus qu'un murmure rauque et brisé. Sa mère l'a vendu, papa, dis-je, les mots ayant le goût de cendre dans ma bouche. Elle a vendu ma voiture. Julian l'a laissé faire. Il a dit que c'était pour me garder à la maison, pour m'empêcher de partir. Le visage de mon père devint complètement immobile. La panique disparut, remplacée par une ombre froide et sombre qui terrifiait les criminels dans les salles d'interrogatoire. La réalisation le frappa instantanément. Ce n'était pas un véhicule en panne. Ce n'était pas une simple dispute conjugale. C'était un siège intentionnel et malveillant contre sa fille. « Monte dans le camion, Harper » dit mon père, sa voix tombant à un murmure bas et dangereux. « Monte tout de suite. Nous allons régler ça ce soir. » Je me suis assise sur le siège passager du lourd SUV de police de mon père.
La climatisation soufflait à fond, faisant perler une sueur froide sur mon front et me donnant des frissons. Mason était enfin détaché et posé en toute sécurité sur mes genoux. Toujours perdu dans un sommeil profond et innocent. Il était lourd, chaud et parfait. Je l'ai serré fort dans mes bras, mes mains tremblant si violemment que j'ai dû entrelacer mes doigts juste pour les garder relativement immobiles. Mon père n'a pas mis le véhicule en marche immédiatement. Il a juste serré le volant, fixant le pare-brise poussiéreux, sa mâchoire serrée. Il me laissait un moment pour respirer. Mais le silence dans l'habitacle était assourdissant comparé à l'autoroute à l'extérieur. Alors que l'air frais me submergeait, mon esprit a involontairement glissé en arrière. Il est revenu 2 ans en arrière, à l'époque où la cage invisible a commencé à se construire autour de moi. Julian était tout ce que j'avais toujours cru vouloir. Quand nous nous sommes rencontrés, c'était un homme d'affaires charmant et prospère qui savait toujours exactement quoi dire. Il m'apportait du café cher à la galerie. Il me surprenait avec des week-ends. Il me regardait comme si j'étais le centre de son univers entier. Notre mariage fut magnifique. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte de Mason, j'ai pensé que ma vie était un tableau parfait. Mais ensuite, la fatigue s'est installée. La grossesse était difficile pour mon corps. Mes chevilles ont enflé. Ma tension artérielle a monté en flèche. Et la galerie se préparait pour la plus grande exposition de la décennie. Je travaillais 50 heures par semaine, rentrant épuisé, à peine capable de garder les yeux ouverts pendant le dîner. Un mardi soir pluvieux, Julian est rentré à la maison avec mon plat à emporter préféré. Il a allumé des bougies. Il m'a frotté les pieds enflés. Il m'a regardé avec une inquiétude si profonde et si sincère. « Harper, chérie », avait dit Julian doucement, me versant un verre d'eau. J'ai beaucoup réfléchi. Tu as l'air absolument épuisé. Le médecin a dit, tes niveaux de stress sont trop élevés. Je ne veux pas que tu te contentes de survivre à cette grossesse. Je veux que tu en profites. Je vais bien, Julian, avais-je répondu, me penchant contre son contact. C'est juste une période chargée à la galerie. J'adore mon travail. J'adore gérer les comptes. Cela me garde affûté. Il prit mes mains dans les siennes, sa prise ferme et chaude. Je sais que tu adores ça, mais mon entreprise se porte incroyablement bien. Nous n'avons pas besoin de ton salaire pour le moment. Ma mère et moi en parlions et nous pensons vraiment que tu devrais démissionner de la galerie. Juste jusqu'à l'arrivée du bébé. Tu as besoin de repos. Fais-le pour Mason. Harper, il a plus besoin d'une mère en bonne santé que la galerie n'a besoin d'une directrice financière. Ce fut le tout premier verrou de la cage. Fais-le pour Mason. Comment pouvais-je argumenter avec ça? Comment pouvais-je être assez égoïste pour privilégier l'équilibre des grands livres par rapport à la santé de mon enfant à naître? Je pensais faire un noble sacrifice. Je pensais que j'avais incroyablement de chance d'avoir un mari qui gagnait assez pour me laisser me reposer. Un mari qui se souciait si profondément de mon bien-être. J'ai remis ma démission 2 jours plus tard. Ma patronne fut choquée, mais je lui ai souri et lui ai dit que je me concentrais sur ma famille. C'était l'histoire classique de la grenouille dans l'eau bouillante. Si vous jetez une grenouille dans l'eau bouillante, elle en sortira immédiatement. Mais si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous augmentez lentement la chaleur degré par degré, la grenouille restera là, s'adaptant à la chaleur jusqu'à ce qu'elle soit bouillie vivante. Quitter mon travail n'était que le premier degré. Cela semblait chaud. Cela semblait de l'amour. Je n'ai pas réalisé que je venais de renoncer à mon indépendance financière, à ma routine quotidienne et à mon identité professionnelle. J'avais remis mon armure, souriant tout le temps. En regardant par la fenêtre du SUV de mon père les arbres qui passaient, une larme coula sur ma joue. J'avais été si aveugle. Julian n'avait pas voulu que je me repose. Il voulait que je sois dépendante. Il voulait s'assurer que mon monde se réduise à un point tel qu'il serait la seule chose qui y resterait. Et le pire, c'est que je l'en avais remercié. Une fois Mason né, le brouillard dans mon esprit est devenu incroyablement épais. J'étais privée de sommeil, émotive et j'avais du mal à comprendre comment être une mère.
C'est à ce moment-là que Béatrice a vraiment emménagé. Béatrice était la mère de Julien. C'était une femme qui portait des perles à l'épicerie, sentait constamment le parfum de lavande chère, et parlait d'un ton doux et condescendant qui vous faisait toujours sentir que vous veniez de traîner de la boue sur son tapis propre. Au début, ses visites n'étaient qu'une fois par semaine pour voir son petit-fils. Puis, c'est devenu 3 fois par semaine. Avant que je ne m'en rende compte, elle était là tous les jours. Elle ne frappait pas. Elle entrait simplement en utilisant une nouvelle clé en laiton brillante. Quand j'ai interrogé Julien à ce sujet, il a balayé la chose en nouant sa cravate dans le miroir. J'ai donné à maman une clé de rechange pour les urgences. Harper, et si tu glissais sous la douche pendant que je suis au travail? C'est juste pratique. Cela semblait toujours pratique. Tout ce qu'il faisait était enveloppé dans la logique impénétrable de la sécurité et des soins. Mais Béatrice ne faisait pas que visiter. Elle envahissait. Je descendais après une nuit éreintante à allaiter ma sonne pour trouver ma cuisine entièrement réorganisée. Les épices que j'utilisais quotidiennement étaient poussées au fond du placard le plus haut. Les vêtements de bébé que j'avais soigneusement lavés et triés étaient repliés différemment et placés dans d'autres tiroirs. Quand je la confrontais, elle ne faisait qu'offrir un sourire de pitié serré. Je ne fais qu'aider Harper. Tu as toujours l'air si étourdi ces derniers temps. Tu as besoin de quelqu'un pour garder cette maison en ordre pendant que tu te concentres sur le bébé. Puis vint le jour où j'ai perdu ma carte de débit. Ma sonne avait 3 mois. J'avais besoin d'acheter une formule spéciale et quelques produits d'épicerie de base. J'ai fouillé la maison de fond en comble. J'ai vérifié mon sac à main, le sac à couche, les poches de mes manteaux. La panique s'est installée. J'ai appelé Julien à son bureau, pratiquement en larmes. Julien, je ne trouve ma carte de débit nulle part. Je dois aller au magasin. Je suis tellement désolée. Je crois que je l'ai fait tomber. Sa voix au téléphone était dangereusement calme. Douce comme du verre poli. Je l'ai, Harper. Tu l'as? Pourquoi? Comment est-elle arrivée dans ton portefeuille? J'ai remarqué que tu faisais beaucoup d'achats imprudents ces derniers temps, dit-il d'un ton décontracté. Des commandes en ligne aléatoires, des vêtements de bébé chers dont nous n'avons pas besoin. Tu es stressé, Harper. Tu ne dors pas et tes hormones postpartum sont complètement déréglées. Maman a mentionné qu'elle t'avait vu pleurer devant une publicité hier. Je pense qu'il est préférable que je gère les finances de la famille désormais. Juste jusqu'à ce que tu sois de nouveau stable mentalement. J'ai ressenti un énorme pic de colère. Je ne suis pas folle, Julien. J'ai acheté des grenouillères pour notre fils qui grandit. J'ai géré des budgets de plusieurs millions de dollars. Je sais utiliser une carte de débit. Ne lève pas la voix sur moi, Harper, dit-il, son ton passant de bienveillant à un reproche froid. C'est moi qui travaille. C'est moi qui subviens à nos besoins. J'essaie juste de protéger l'avenir de notre famille de ton comportement erratique. Si tu as besoin de quelque chose, fais une liste et donne-la à ma mère. Elle fera les courses. Erratique, instable, hormonal. Ces mots sont devenus leurs préférés. Ils les utilisaient comme des armes pour me rabaisser. Si je me mettais en colère parce que Béatrice jetait ma tasse à café préférée, j'étais erratique. Si je pleurais de pure solitude, j'étais instable. Lentement, mes amis ont cessé d'appeler. Lorsque je me suis finalement connectée à mes anciens réseaux sociaux sur un ordinateur portable, j'ai vu des messages. Julien avait répondu à mes amis depuis mon téléphone. Il leur avait dit que j'étais débordée, déprimée et que j'avais besoin d'un isolement total pour guérir. Il leur avait dit de ne pas me contacter parce que cela me causait de l'anxiété. Il avait coupé toutes les cordes qui me reliaient au monde extérieur. Et il l'avait fait en jouant le rôle du mari dévoué et protecteur. J'étais entièrement piégée, et je n'avais même pas d'argent pour acheter un paquet de chewing-gum. Le silence pesant dans le SUV de police fut enfin rompu par mon père qui s'éclaircit la gorge. Le son me ramena brusquement au présent. Nous étions toujours garés sur l'accotement de la route 9. Papa tourna son corps sur le siège du conducteur pour me faire face entièrement.
Ses yeux n'étaient plus seulement remplis de l'inquiétude paternelle. Ils étaient vifs, calculateurs et intensément concentrés. Il était passé du mode papa au mode capitaine. Il me regardait de la même manière qu'il regardait les victimes dans une salle d'interrogatoire, d'où m'exigeant la vérité absolue. « Harper », commença mon père, sa voix un baryton grave et stable qui commandait l'espace. « Je dois te demander de m'écouter très attentivement. Je vais te poser une série de questions. Je dois te demander d'y répondre directement. Ne lui cherche pas d'excuses. Ne pense pas à sa réputation. Donne-moi juste les faits. Comprends-tu ? » J'ai avalé difficilement et hoché la tête, la gorge serrée. « Je comprends. Julian contrôle-t-il ton accès à tout l'argent de ton ménage ? » ?»« Oui, murmurai-je. »« Je n'ai pas de carte de débit. Je n'ai pas de carte de crédit. Je n'ai même pas un billet d'$1 dans mon sac à main. Si Mason a besoin de médicaments ou de couches, je dois envoyer un SMS à Julian. Et il envoie Béatrice l'acheter et la porter. » La mâchoire de papa se serra si fort que je vis le muscle tiquer sous sa peau. Il sortit un petit carnet de sa poche de poitrine, bien qu'il n'ait rien écrit. Il s'ancrait juste. « Surveille-t-il ton téléphone ou tes emails ? » Il connaît tous mes mots de passe, avouai-je, baissant les yeux sur mes genoux poussiéreux. Il exige que je laisse mon téléphone déverrouillé sur le comptoir de la cuisine tous les soirs. Il dit que c'est une question de transparence dans notre mariage. Le mois dernier, il a installé une application de suivi dessus. Il m'a dit que c'était pour ma sécurité au cas où je me perdrais en promenant Mason dans la poussette. Je sais qu'il lit mes messages textes. J'ai arrêté de chercher des avocats spécialisés dans le divorce sur Internet parce que je savais qu'ils surveillaient l'historique du routeur. « Et ton véhicule ? » demanda papa, sa voix tombant d'un autre octave. « Tu as dit que Béatrice avait vendu ta voiture. Comment une belle-mère vend-elle un véhicule enregistré à ton nom ? » J'ai eu un pneu crevé il y a 4 mois, expliquai-je. Le souvenir me rendait nauséeuse. Julian a pris les clés. Il a dit que l'essieu était tordu et qu'il était trop dangereux de conduire. Il m'a dit qu'elle était chez le mécanicien en attente de pièces. Mais ce matin, j'ai trouvé un courrier sur le comptoir. C'était une confirmation finale d'un concessionnaire. De voitures d'occasion. Béatrice leur a vendu ma voiture. Julian l'a laissé faire. Quand je l'ai confronté aujourd'hui, il a ri. Il a dit que j'étais légalement aveugle aux finances et que me garder à la maison était le seul moyen de gérer ma maladie mentale. Papa claqua sa paume épaisse contre le volant. Le claquement fort me fit sursauter, mais Mason resta endormi. « Maladie mentale », répéta mon père, crachant presque les mots avec dégoût. « Qui t'a diagnostiqué ? Un psychiatre agréé ? Un médecin ? » ?»« Non, dis-je, ma voix tremblante. Juste Julian et Béatrice. Ils me disent que je suis malade tous les jours. Peut-être que je le suis, papa. Peut-être que je suis juste ingrate. Il paie l'hypothèque. Il achète la nourriture. Il nous loge. Arrête, ordonna papa sèchement, levant une main. Il se pencha vers moi, ses yeux brillant d'un feu protecteur et féroce. Écoute-moi, Harper. Ce que tu décris n'est pas un mariage. Ce n'est pas de l'amour, et ce n'est certainement pas de la protection. Dans mon métier, nous avons un nom très spécifique pour ça. Quand quelqu'un coupe systématiquement tes ressources financières, t'isole de tes amis et de ta famille, surveille tous tes mouvements et te fait croire que tu es folle. Cela s'appelle du contrôle coercitif. Il laissa les mots planer dans l'air. C'est une forme de violence domestique, Harper. C'est un siège invisible. Ils t'ont encerclé, coupé tes lignes d'approvisionnement et t'ont privé de ton indépendance jusqu'à ce que tu te rendes. Ils ne t'ont pas aidé. Ils t'ont piégé. Je le regardais, les mots lourds s'enfonçant dans ma poitrine. Contrôle coercitif. Siège. Piège. Entendre une figure d'autorité, mon propre père, valider mon cauchemar, changeait tout. Un poids énorme et suffocant commença à se lever de mes poumons. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas une mauvaise mère.
J'étais une otage qui venait de réaliser que la porte était déverrouillée. Tu n'es pas folle, Harper, dit mon père fermement, rangeant le carnet. Tu es épuisée. Tu as été psychologiquement battue par 2 personnes très cruelles. Mais cela se termine aujourd'hui. Il enclencha la vitesse du lourd SUV. Le moteur rugit avec un bourdonnement profond et puissant. Il vérifia ses rétroviseurs, mais au lieu de s'engager sur la voie en direction de sa maison, il tourna brusquement le volant vers la gauche. Le véhicule massif roula agressivement sur le gravier, effectua un demi-tour sec sur l'autoroute vide et accéléra dans la direction opposée. La panique me traversa la poitrine comme un éclair. Mon cœur se mit à battre frénétiquement contre mes côtes. « Papa, qu'est-ce que tu fais ? Où allons-nous ? » « Nous retournons à la maison, » dit-il, les yeux fixés droit devant sur l'asphalte. « Non, haltai-je, serrant Mason plus fort contre ma poitrine. « Non, papa, s'il te plaît. Je ne peux pas y retourner. Julian sera furieux. Béatrice est probablement là en ce moment. Ils vont s'acharner sur moi. Ils vont tout déformer. Ils te diront que je fais une crise de folie et essaieront de me prendre Mason. S'il te plaît, papa, emmène-moi juste chez toi. » « Il n'emmène mon petit-fils nulle part, » dit mon père, sa voix aussi froide et dure que de l'acier forgé. « Et il ne manipule personne aujourd'hui. Je dois te demander d'être incroyablement courageuse pendant seulement 1 heure, Harper. Nous allons retourner à cette maison pour récupérer tes affaires essentielles. Nous allons chercher tes vêtements, les affaires de Mason, et surtout, nous allons récupérer tes documents d'identité personnelle. Nous ne laissons pas ta carte de sécurité sociale ou ton passeport entre les mains d'extorqueurs. Ils ne me les donneront pas, criai-je. Julian les garde enfermés dans le coffre-fort numérique de son bureau à domicile. Il dit que je les perdrai. Il ouvrira ce coffre-fort, déclara papa simplement, tapotant l'insigne d'argent épinglé à sa poitrine. Je ne lui demande pas en tant que beau-père. Je lui donnerai des instructions en tant que capitaine de police. Je me suis penché en arrière contre le siège en cuir, mon souffle court et superficiel. La peur me remplissait l'estomac comme une eau noire et glacée. Je savais exactement comment Julian opérait. Je connaissais le scénario qu'il jouerait. Il mettrait son masque de mari inquiet et patient. Il regarderait mon père avec une fausse sympathie et parlerait de moi comme si j'étais une enfant hystérique qui faisait une crise de colère. Mais en jetant un coup d'œil à mon père, assis grand et imposant derrière le volant, une petite étincelle de courage s'alluma en moi. Il avait raison. J'étais une citoyenne libre de 28 ans. Personne n'avait le droit de me retenir prisonnière de ma propre vie. Nous avons quitté la route principale et sommes entrés dans mon quartier chic. C'était une banlieue riche et pittoresque. Les pelouses étaient parfaitement entretenues et vert néon. Des clôtures blanches en piquet brillaient sous le soleil de l'après-midi et des arroseurs sifflaient doucement sur des parterres de fleurs épanouies. Cela ressemblait au rêve américain ultime. Mais alors que nous descendions lentement la rue, l'illusion s'est brisée pour moi. Ce n'était pas un quartier. C'était un décor magnifiquement construit. Et ma maison était la plus jolie prison du pâté de maison. Mon père gara le SUV dans notre large allée pavée et le mit en mode parking. Mon estomac tomba dans mes chaussures. La berline noire élégante de Julian était garée à sa place habituelle. Juste derrière, se trouvait le SUV de luxe argenté immaculé de Béatrice. Ils étaient tous les 2 à l'intérieur. Les monstres attendaient. « Ne les laisse pas nous séparer », ordonna mon père, détachant sa ceinture de sécurité. « Reste à mes côtés. S'ils élèvent la voix, tu les ignores. S'ils essaient d'attraper Mason, tu te mets derrière mon dos. Comprends-tu le plan, Harper ? » « Oui, » murmurai-je, détachant le siège auto de Mason. Je pris mon fils dans mes bras. Il gémit doucement, mais resta endormi, sa petite tête reposant sur mon épaule. Mon père me regarda une dernière fois avant d'ouvrir sa portière. Son expression était farouchement protectrice. « Allons récupérer ta vie. » Remonter la longue allée pavée me semblait être une marche vers un peloton d'exécution.
Mes jambes étaient incroyablement lourdes, comme si je pataugeais dans une boue épaisse et profonde. Je serrais ma sonne si fort contre ma poitrine que mes bras commençaient à me faire mal. Mon père marchait un demi-pas devant moi. Il ne marchait pas comme un parent inquiet venant pour une réunion de famille. Il marchait avec la démarche lourde et autoritaire d'un officier supérieur exécutant un mandat à haut risque. Nous n'avions même pas atteint les marches d'entrée avant que la lourde porte en chêne ne s'ouvre. Julien se tenait dans l'embrasure de la porte. Il portait un short kaki impeccable et une chemise polo bleu marine parfaitement repassée. Pas un seul cheveu de sa tête n'était ébouriffé. Il avait l'air beau, prospère et entièrement calme. Mais je connaissais les micro-expressions sur son visage. Je voyais la tension autour de sa bouche et le regard froid et calculateur dans ses yeux. Il semblait agacé, mais il le masqua immédiatement avec un air de patience résigné. Derrière lui, planant dans le grand foyer, se trouvait Béatrice. Elle portait une blouse en soie fluide et tenait un verre à moitié vide de vin blanchère. Il était 14 heures un jeudi après-midi, mais elle avait l'air d'organiser un déjeuner au country club. « Harper », dit Julien d'une voix forte, secouant la tête. Il sortit sur le porche, levant les mains en signe de reddition. Nous étions absolument terrifiés. J'étais sur le point d'appeler la police. On ne peut pas simplement se promener sur l'autoroute avec notre fille. C'est incroyablement dangereux. J'ai amené la police, dit mon père d'un ton monocorde. Il monta sur le porche, envahissant complètement l'espace personnel de Julien. Il ne sourit pas. Il ne tendit pas la main pour une salutation. Julien cligna des yeux, momentanément déconcerté par la posture agressive. Il se reprit rapidement, affichant un sourire condescendant. « Capitaine », dit Julien, utilisant le titre de mon père, mais dégoulinant de sarcasme subtil. Je suis tellement désolé que Harper vous ait traîné hors de votre poste pour ça. Elle a juste un de ses mauvais jours. Les hormones agissent à nouveau. Elle est partie en furie suite à un simple malentendu. Nous essayons de l'emmener chez un médecin pour ajuster sa médication. Je ne prends aucun médicament, dis-je derrière la large épaule de mon père. Ma voix était petite, tremblante comme une feuille au vent, mais je forçais les mots à sortir. Vous voyez, intervint Béatrice, sortant sur le porche pour se tenir à côté de son fils. Elle prit une délicate gorgée de son vin et sourit avec pitié à mon père. Le déni, c'est un symptôme classique de son état. Bonjour, Richard. Pourquoi ne pas entrer? Je peux vous verser un verre de thé glacé et nous pourrons tous nous asseoir et calmer Harper. Elle a clairement besoin d'aide professionnelle. Je ne veux pas de votre thé, Béatrice, dit mon père, sa voix coupant sa fausse hospitalité comme un rasoir. Il reporta son attention sur Julien. Je veux le véhicule de ma fille tout de suite. L'air sur le porche devint soudainement incroyablement épais et lourd. Julien gloussa nerveusement, se frottant la nuque. Son véhicule? Richard, écoutez. J'ai déjà expliqué cela à Harper. La voiture est complètement dangereuse. L'essieu avant est gravement endommagé. J'essaie juste de protéger ma femme et mon fils. La voiture est actuellement chez le mécanicien en réparation. Où? Demanda mon père, ses yeux se réduisant en fente dangereuse. Où est la voiture, Julien? Elle est chez Jerry S. Auto Repair, mentit Julien sans ciller. Sur Main Street. Vraiment, répliqua mon père, croisant ses bras épais sur sa poitrine. C'est fascinant parce que je patrouille Main Street tous les jours. Il se trouve que je connais Jerry personnellement, et je sais pertinemment que son terrain a été complètement vide toute la semaine parce qu'il est fermé pour rénovation. La posture parfaite de Julien vacilla. Une seule perle de sueur se forma à sa tempe. Il déglutit difficilement, ses yeux se tournant rapidement vers sa mère. Eh bien, peut-être qu'il a déplacé les voitures dans un terrain de stockage secondaire. Écoutez, Richard, c'est une affaire conjugale privée. Nous apprécions votre inquiétude, mais Harper est ma femme. Je sais exactement ce qui est le mieux pour elle. C'est une citoyenne adulte et elle veut partir, répliqua mon père, le volume de sa voix augmentant. Si la voiture est chez un garagiste,
entrez et apportez-moi le ticket de réparation tout de suite. Si ce n'est pas le cas, alors vous retenez illégalement sa propriété. Elle ne peut pas gérer la responsabilité d'un véhicule en ce moment, cria presque Béatrice, abandonnant sa façade polie. Son visage devint rouge de colère. Regardez-la, Richard. Elle est couverte de terre. Elle a marché sur une autoroute dangereuse avec un bébé. Est-ce que ça vous ressemble à une mère saine d'esprit et capable? Nous avons pris les clés pour sa propre sécurité, tout comme nous avons géré les comptes bancaires parce qu'elle est terriblement confuse avec les chiffres. Je ne suis pas confuse, criai-je, la colère débordant enfin de ma peur. Je sortis de derrière mon père. J'ai marché sur l'autoroute parce que vous ne m'avez laissé aucun autre choix. Vous m'avez piégé dans cette maison. Vous avez suivi mon téléphone. Vous avez pris mon argent et vous avez vendu ma voiture. Julien s'avança agressivement, tendant la main pour me saisir le bras. Harper, tais-toi. Tu es hystérique. Donne-moi le bébé tout de suite. Avant même que les doigts de Julien ne puissent effleurer ma manche, le bras de mon père jaillit. Il poussa fermement Julien dans la poitrine, le repoussant violemment contre la porte d'entrée. Ne la touche pas, grogna mon père, sa voix vibrant d'une intention létale. Et ne faites pas un autre pas vers mon petit-fils. Vous voulez parler de loi, Julien? Retenir son véhicule et bloquer ses mouvements s'appelle une séquestration. J'ai 2 voitures de patrouille à moins d'1 kilomètre. Je peux les avoir ici en 60 secondes avec leurs gyrophares allumés. Je vous arrêterai sur votre propre porche devant tous les voisins de la rue. Maintenant, ouvrez la porte d'entrée et ouvrez ce coffre-fort. Béatrice poussa un halètement horrifié. La simple menace d'humiliation publique, de voiture de police ruinant sa réputation parfaite devant l'association des propriétaires, la terrifiait plus que tout. D'accord, siffla Béatrice, ses mains tremblant tellement que du vin se répandit sur le porche. Vous êtes ridiculement dramatique, Richard. Entrez et prenez ces ordures. Au moment où nous franchîmes le seuil, l'odeur familière de lavande chère et d'eau de javel chimique me frappa le nez. C'était l'odeur du beau musée stérile où ma personnalité avait été lentement étouffée au cours des 2 dernières années. Je n'hésitais pas. Je passai directement devant le grand escalier et me dirigeai directement vers la chambre d'enfant. Je pris un grand sac de voyage dans le placard et commençai à y jeter des choses sans discernement. Je ne pris pas la peine de plier quoi que ce soit. Je fourrai les couches de Mason, ses lingettes, son ours en peluche préféré et des poignées de ses vêtements. Je courus vers la chambre principale et pris tous les vêtements à ma portée, des jeans, de vieux t-shirts, des sous-vêtements. Chaque seconde passée dans cette maison me semblait respirer de la fumée toxique. Je voulais juste sortir. Pendant que je faisais mes valises, j'entendais des voix provenant du bureau de Julien au fond du couloir. Je jetai le lourd sac de voyage sur mon épaule, serrant Mason contre ma hanche et me dirigeai rapidement vers le bureau. Béatrice se tenait près du coffre-fort mural ouvert, jetant avec colère des documents sur le lourd bureau en acajou. Mon père se tenait juste derrière elle, observant chacun de ses mouvements comme un faucon. « Tu es si ingrate », marmonna Béatrice amèrement, jetant mon passeport bleu sur le bureau. « Nous t'avons donné une vie parfaite et magnifique. Nous t'avons fourni tout ce que tu pouvais désirer. Et tu jettes tout ça pour faire la victime. Tu ne survivras jamais sans Julien. » Je ne voulais pas de votre version d'une belle vie, Béatrice, dis-je, ma voix étonnamment stable. Je voulais juste ma propre vie. Je m'avançai et saisis mon passeport, ma carte de sécurité sociale et l'acte de naissance de Mason sur le bureau. Mes mains tremblaient, mais je serrai les papiers comme s'ils étaient en or massif. Pendant que Béatrice me fusillait du regard, distraite par son propre venin, je vis la main de mon père bouger à la vitesse de l'éclair. Il passa par-dessus son épaule et glissa doucement un épais dossier bleu de l'étagère inférieure du coffre-fort ouvert. Dis-je à mon père, serrant mes documents. Bien. Nous partons, commanda-t-il. Nous nous sommes retournés et avons marché vivement dans le couloir vers la porte d'entrée, mais Julien nous attendait. Il s'était positionné carrément au milieu du foyer, bloquant physiquement la sortie. Son visage n'était plus calme.
Il était rouge, en colère et désespéré. Harper peut partir, cracha Julian, pointant un doigt tremblant vers moi. Si elle veut ruiner sa vie et vivre dans la pauvreté, très bien. Mais elle ne prend pas mon fils. Mason reste ici. L'air dans le couloir devint suffocant. Julian fit un pas vers moi, essayant de m'intimider avec sa taille. Je suis son père. J'ai des droits. Je ne consens pas à ce qu'il quitte cette propriété. Pose-le, Harper. Donne-le à ma mère. Si tu sors par cette porte avec lui, j'appellerai la police et je te dénoncerai pour enlèvement. Je te traînerai en justice. La menace légale envoya une nouvelle vague de terreur dans mes veines. Julian semblait toujours si bien informé, si absolument certain des règles. Il me faisait sentir comme une criminelle juste pour avoir essayé de protéger mon bébé. Je regardais mon père, les yeux écarquillés de panique. Mon père ne broncha pas. Il s'avança directement sur le chemin de Julian, forçant Julian à s'arrêter ou à risquer d'agresser physiquement un policier. Parlons de la loi, Julian, dit mon père, sa voix résonnant fort dans le foyer au plafond. Êtes-vous et ma fille légalement divorcés? Quoi? Non, cria Julian. Y a-t-il une ordonnance de garde signée par un juge du tribunal de la famille stipulant qui a la garde physique principale, répliqua mon père. Non, mais elle est mentalement instable. Elle. J'ai demandé s'il y avait une ordonnance du tribunal signée, aboya mon père, le coupant avec une précision militaire. Non, cria Julian. Alors les deux parents ont actuellement des droits égaux et illimités sur l'enfant, déclara mon père froidement, citant la loi avec une autorité absolue. Elle a tout autant le droit de sortir par cette porte avec lui que vous avez le droit de lui demander de rester. Ce n'est absolument pas un enlèvement pour une mère de retirer son enfant d'un environnement hostile. Cependant, si vous posez une main sur elle pour l'arrêter, je vous arrêterai personnellement pour violence domestique. Maintenant, écartez-vous. Julian regarda mon père. Il regarda la ceinture solide autour de la taille de mon père, la radio, les menottes. Le tyran avait enfin rencontré une force plus grande et plus forte qu'il ne pouvait manipuler avec des mensonges ou de l'argent. Lentement, avec une angoisse palpable, Julian recula, se pressant contre le mur. Je ne me retournai pas. Je passai devant lui, sortis par la porte d'entrée et descendis l'allée. Je grimpai en sécurité dans le SUV de police, verrouillant la porte derrière moi. J'avais échappé à la cage, mais je ne savais pas que la vraie guerre se cachait à l'intérieur du dossier bleu que mon père venait de voler. Le trajet jusqu'à la maison de mon père fut les 20 minutes les plus longues de toute ma vie. Chaque fois qu'une paire de phares apparaissait dans le rétroviseur, mon souffle se coupait. Je m'attendais à voir la berline noire élégante de Julian nous suivre en zigzag, klaxonnant, exigeant que nous nous arrêtions, mais la route restait merveilleusement vide derrière nous. Il n'y avait que moi, mon père, et le bourdonnement bas et régulier des pneus sur l'asphalte. Nous sommes arrivés devant la maison où j'ai grandi. C'était une maison modeste, un peu défraîchie, de style ranch, avec de la peinture bleue écaillée sur les volets et un porche avant qui penchait d'une fraction de pouce vers la gauche. Ce n'était absolument pas une couverture de magazine comme la maison de Julian. Mais au moment où le lourd moteur du SUV s'est coupé, j'ai senti mes poumons se dilater pour la première fois depuis des années. L'air ici sentait les aiguilles de pin, la vieille pluie et la sécurité. Nous sommes entrés. La maison était exactement comme je m'en souvenais, la même moquette marron légèrement usée, le même fauteuil inclinable confortable avec un morceau de ruban adhésif sur l'accoudoir. Il y avait des journaux éparpillés sur la table basse et 2 tasses à café non lavées dans l'évier de la cuisine. Dans la maison de Julian, une seule tasse à café laissée dans l'évier était traitée comme un crime majeur. C'était considéré comme une preuve irréfutable de ma paresse et de mon incapacité à gérer un ménage. Ici, ce n'était qu'une tasse. « Assieds-toi, Harper », ordonna papa gentiment, désignant la vieille table de cuisine en bois. « Je vais te faire un sandwich à la dinde. Tu as l'air de ne pas avoir mangé un repas décent depuis une semaine. »« Je n'ai pas faim, papa », répondis-je automatiquement. C'était mon réflexe incrusté. Nier mes propres besoins. Être petite.
Être peu exigeante. Ne pas causer de problème. Je n'ai pas demandé si tu avais faim, dit papa, ouvrant le réfrigérateur. J'ai dit, je te fais un sandwich. Maintenant, assieds-toi. Je tirai une chaise en bois et m'assis. Mon père tendit la main dans sa veste d'uniforme, sortit l'épais dossier bleu qu'il avait pris du coffre-fort et le posa au milieu de la table. Il resta là, ressemblant à une bombe non explosée. Pendant les 2 dernières années, j'avais réussi à me convaincre que j'étais le problème. J'avais intériorisé toutes les insultes. Je me disais que j'étais terriblement étourdie. Je me disais que j'étais exceptionnellement mauvaise avec l'argent malgré mon diplôme universitaire. Julian m'avait soi-disant enlevé ce lourd fardeau, agissant comme le héros portant le poids des décisions d'adulte afin que je puisse me concentrer sur le fait d'être une mère. Mais en regardant ce dossier bleu, un sentiment froid et dur commença à monter dans ma poitrine. J'étais une femme qui gérait d'énormes budgets de galeries d'art. Je n'étais pas stupide. On m'avait systématiquement fait me sentir stupide. Papa posa une assiette devant moi avec un sandwich coupé en triangle, exactement comme il le faisait quand j'avais 10 ans. Il s'assit en face de moi, remonta ses lunettes sur son nez et tapota le dossier. Mange et lis. Je pris une bouchée du sandwich. Il avait le goût de cendre sèche, mais je me forçai à l'avaler. Puis j'ouvris le dossier. Le premier document était un reçu de virement bancaire daté d'il y a 6 mois. Il montrait un virement de 4 500 $ de mon compte d'épargne personnelle d'avant le mariage directement vers un compte appartenant à Béatrice. Je clignai des yeux, mes yeux parcourant à nouveau les chiffres. C'était mon fonds d'urgence. Je me souvins de ce mois exact. J'avais demandé à Julian si nous pouvions acheter un nouveau berceau plus sûr pour ma sonne. Julian avait soupiré lourdement et m'avait dit que l'argent était incroyablement serré et que nous devions faire très attention à nos dépenses. Il avait simplement envoyé toutes mes économies à sa mère. Je tournai la page suivante. C'était un relevé de carte de crédit. La carte était à mon nom. Je n'avais jamais ouvert cette carte de ma vie. Je regardais les dépenses détaillées. Il y avait des centaines de dollars dépensés dans une boutique de golf de luxe. Il y avait d'énormes factures d'un salon de manucure haut de gamme en ville. Il y avait une dépense pour un club de vin importé mensuel. Je ne joue pas au golf, papa, murmurai-je, ma voix tremblante d'un mélange de choc et de fureur montante. Je n'ai pas eu de manucure professionnelle depuis le jour de mon mariage. Et j'ai été enceinte ou j'ai allaité la plupart des 2 dernières années. Je n'ai bu aucun vin. Papa se pencha en regardant le relevé. C'est un vol d'identité flagrant, Harper. S'ils ont utilisé ton numéro de sécurité sociale pour ouvrir une ligne de crédit sans ton consentement explicite, c'est un crime fédéral. La colère me frappa enfin. Ce ne fut pas un éclair rapide et flamboyant. Ce fut une brûlure lente, lourde et dévorante. Ils n'avaient pas géré mon argent pour me protéger. Ils utilisaient mon nom pour financer le style de vie luxueux de Béatrice tout en me faisant la morale sur l'achat de vêtements de bébé. La cuisine était silencieuse, à l'exception du bruissement des papiers alors que je fouillais plus profondément dans le dossier bleu. Nous avions trouvé les vols plus petits, les économies volées, les cartes de crédit frauduleuses et les courriels entre Julian et Béatrice discutant de la manière de me manipuler pour me faire rester à la maison. Mais le véritable cauchemar attendait tout au fond de la pile. C'était une épaisse enveloppe en papier craft sur laquelle étaient écrits en écriture soignée et agressive de Julian les mots « Ne pas ouvrir ». L'ancienne Harper, la femme brisée d'hier matin, l'aurait remise. Elle aurait été beaucoup trop effrayée pour désobéir à un ordre direct écrit au marqueur indélébile. Mais l'ancienne Harper était morte. Elle avait été abandonnée sur l'accotement graveleux de la route 9. J'ai déchiré l'enveloppe et j'en ai sorti 3 documents d'apparence très officiels. Le premier était un acte de vente d'un grand concessionnaire de voitures d'occasion. L'article répertorié était mon SUV Honda. Le vendeur était Julian, agissant avec une procuration. La date de la vente était exactement 4 mois auparavant. Le prix de vente était de 18 500 $. Ma bouche s'ouvrit. L'air me manqua. Il l'a vendu, alté-je,
poussant le document sur la table à mon père. Papa, il a vraiment vendu ma voiture. Il m'a dit qu'elle était au garage, en attente d'une pièce de transmission. Il m'a raconté ce mensonge chaque semaine pendant 4 mois. Il l'a vendue le lendemain de ma crevaison. Papa ramassa le papier, la mâchoire serrée. As-tu déjà signé un document de procuration lui donnant le contrôle de tes biens? Non, dis-je avec véhémence. Jamais. Papa plissa les yeux au bas de la page. Regarde la signature, Harper. C'est ton nom, mais l'écriture est complètement fausse. Tu fais tes lettres pointues. Celles-ci sont rondes et bulleuses. C'est l'écriture de Béatrice, dis-je. Une vague de nausée me submergea. Elle a falsifié ma signature. Vol de voiture et falsification, déclara papa, sa voix plate et professionnelle. C'est 2 crimes majeurs. Je saisis le deuxième document. Il portait un lourd sceau légal estampillé en haut. C'était un formulaire d'ajustement de fiducie bénéficiaire pour le Eleanor Davis Trust. Mon cœur s'arrêta de battre une seconde. Eleanor Davis était ma grand-mère défunte. Elle avait travaillé double quart en tant qu'infirmière toute sa vie et avait économisé chaque centime pour me laisser un fonds fiduciaire. C'était 40 000 $. C'était censé être un acompte pour ma première maison ou pour payer les frais de scolarité de ma sonne un jour. J'avais juré de ne jamais y toucher tant que ce ne serait pas absolument nécessaire. Je lus la demande de liquidation. La raison invoquée pour le retrait était une urgence médicale grave. Le solde entier de 40 000 $ avait été retiré et déposé sur un compte courant commun, puis immédiatement viré à une entité commerciale appelée Miller Investment. Papa sortit son smartphone et chercha rapidement dans le registre des entreprises de l'État. Miller Investment est une société écran enregistrée à Julian, confirma-t-il. Il a volé l'héritage de ta grand-mère pour jouer les hommes d'affaires et il a commis une fraude par virement bancaire pour le faire. Mais il y avait un autre papier agrafé au dos. C'était un contrat de prêt d'une société de crédit en ligne. L'emprunteur était répertorié comme moi. Le montant du prêt était de 40 000 $. Le taux d'intérêt était un taux prédateur de 18,5%. Mains devinrent complètement engourdies. Je laissai tomber le papier sur la table. Il n'a pas seulement volé mon argent, papa. Il a contracté un prêt à taux d'intérêt élevé en mon nom pour couvrir ses mauvais investissements. J'ai 28 ans. Je n'ai absolument aucun revenu, pas de voiture. Et je suis endetté de 40 000 $ auprès d'une société de prêt sur gage. Il a complètement détruit mon existence financière. Si j'essayais de louer un appartement bon marché demain, ma vérification de crédit me ruinerait. Papa tendit la main sur la table et couvrit mes mains tremblantes de ses paumes chaudes et lourdes. Il ne t'a pas détruite, Harper. Il a essayé de t'enterrer, mais il a commis une erreur fatale massive. Quelle erreur, demandai-je, des larmes de pure rage brûlant mes yeux. Il a oublié que tu es une femme brillante, dit papa, un sourire dangereux se répandant sur son visage. Et il a oublié que ton père arrête des criminels pour vivre. Je vais passer un coup de fil. Papa se leva et entra dans le salon, composant un numéro sur son téléphone portable. Je restai à la table de la cuisine, fixant les papiers éparpillés qui documentaient ma ruine financière. Soudain, l'écran de mon propre téléphone s'illumina, vibrant agressivement contre le bois. Je l'avais pris sur le comptoir de la cuisine en sortant de la maison de Julian. L'écran afficha un appel entrant. L'identifiant de l'appelant disait simplement « Julian ». Je fixai les lettres lumineuses. Pendant 2 ans, ce nom apparaissant sur mon écran dictait toute mon humeur. Cela me faisait sourire. Puis, cela me rendait anxieuse, et finalement, cela me faisait juste me sentir malade de peur. Je regardai vers le salon. Papa me regarda et me fit un signe de tête sec. Il tapota son oreille, me signalant de répondre et de le mettre en haut-parleur. J'appuyai sur le bouton vert et posai le téléphone sur la table. Harper. La voix de Julian remplit la cuisine silencieuse, mais il ne semblait pas serein. Il ne ressemblait plus au mari patient et condescendant. Il semblait incroyablement frénétique, sa respiration superficielle et rapide. Harper,
tu as fait une énorme erreur. Je suis là, Julian, dis-je, ma voix étonnamment calme. La colère avait consumé toute la peur. Tu as volé un dossier de mon bureau privé, accusa Julian, sa voix montant en panique. C'est un vol d'entreprise, Harper. Ce dossier contient des informations commerciales hautement sensibles et des plans propriétaires. Tu dois me le rapporter immédiatement. Il contient mes relevés bancaires, le corrigez-je, gardant mon ton parfaitement neutre, et il contient les documents du fonds fiduciaire de ma grand-mère. Il y eut un silence lourd et suffocant à l'autre bout du fil. J'entendais presque les rouages de son cerveau alors qu'il essayait désespérément de changer de sujet. Tu ne comprends pas ce que tu regardes, dit Julian, parlant incroyablement vite. Ce ne sont que des projets hypothétiques, Harper. Je déplaçais de l'argent pour maximiser nos taux d'intérêt. Je construisais un meilleur avenir pour notre famille. Tu n'as pas les connaissances financières pour comprendre ces manœuvres complexes du marché. Tu as vendu ma voiture à un concessionnaire d'occasion pour 18 500 $, déclarai-je clairement. Est-ce une manœuvre hypothétique? Parce que je suis absolument certaine que le concessionnaire a le titre de propriété physique avec ma signature falsifiée. J'ai fait ça pour toi, cria Julian, perdant complètement son sang-froid. Cette voiture était un piège mortel. J'allais t'acheter un véhicule beaucoup plus sûr. J'attendais juste la bonne affaire. Tu as dépensé mes économies volées pour une croisière de luxe pour ta mère, rétorquai-je. Soudain, une nouvelle voix entra dans l'appel. Béatrice devait écouter sur une autre ligne. Harper, chérie, s'il te plaît, écoute la raison, plaida-t-elle, sa voix dégoulinante de fausse douceur. Tu fais un autre épisode paranoïaque sévère. Ramène le dossier à la maison. Nous pouvons ouvrir une bonne bouteille de vin et t'expliquer les chiffres. Nous voulons juste t'aider. Tu es nulle en maths, tu te souviens? Je suis excellente en maths, Béatrice, dis-je froidement. Je regarde les chiffres en ce moment, et les maths me disent que vous allez tous les deux en prison fédérale. Nous arrivons tout de suite, menaça Julian, sa voix tombant dans un grognement sombre et vicieux. Nous venons chercher notre fils, et nous venons chercher ma propriété. Si tu ne remets pas ce dossier la seconde où je franchis la porte, j'appellerai la police et je te ferai arrêter pour vol domestique. Papa revint dans la cuisine, se penchant sur la table vers le téléphone. Venez, Julian, dit papa fort. La porte d'entrée est déverrouillée. Julian raccrocha le téléphone. La ligne se coupa. Papa, je levai les yeux vers mon père. La police arrive, demandai-je. Papa secoua la tête. Pas encore. Je veux qu'il entre ici en pensant qu'il a toujours le dessus. Les tyrans sont des lâches, Harper. Quand il réalisera qu'il a perdu le contrôle, il paniquera. Et quand les gens paniquent, ils avouent. Le soleil s'était complètement couché, projetant de longues ombres sombres sur la pelouse. Je m'assis sur le vieux canapé fleuri du salon, les bras croisés fermement sur ma poitrine. Papa était assis dans son fauteuil usé, détendu mais profondément attentif. Le dossier bleu était posé au centre de la table basse en bois entre nous, sous la lumière chaude d'une lampe de lecture. Mason dormait en toute sécurité dans la chambre d'amis à l'arrière, avec une lourde chaise coincée sous la poignée de porte, juste pour être sûr. À exactement 20h30, des phares balayèrent violemment la fenêtre du salon. Une portière de voiture claqua, suivie rapidement d'une seconde. Les pas qui montaient en trombe le porche en bois étaient lourds et agressifs. Ils ne prirent même pas la peine de frapper. La porte d'entrée fut ouverte en grand, et Julian et Béatrice entrèrent dans la maison comme s'ils en étaient propriétaires. Julian avait l'air complètement échevelé, un contraste frappant avec son apparence habituellement impeccable. Ses cheveux étaient en désordre, son polo était froissé et il y avait de sombres taches de sueur sous ses bras. Béatrice avait l'air parfaitement apprêtée comme toujours, mais ses yeux parcouraient frénétiquement la pièce, cherchant le dossier. Elle le repéra instantanément sur la table basse. « Le voilà », dit Béatrice, faisant un pas rapide en avant et tendant la main pour saisir les documents. « Ne touche pas ça, dis-je. Je ne criais pas. Je ne me levai pas.
Je parlais simplement avec une autorité calme et absolue que je n'avais pas utilisée depuis 2 ans. Béatrice se figea en plein mouvement. Elle me regarda sincèrement choquée. Elle était entièrement habituée à me voir me recroqueviller, m'excuser et reculer. Me voir assise là, impassible et la fixant du regard, court-circuita complètement son cerveau. Julien s'avança devant sa mère, essayant de reprendre le contrôle de la pièce. Il gonfla sa poitrine, essayant d'avoir l'air imposant. Harper, cette petite rébellion a assez duré. Tu as fait ta crise de colère. Tu as terriblement bouleversé ma mère. Maintenant, prends le bébé, donne-moi mes papiers d'affaires, et rentrons à la maison. Si tu te conformes tout de suite, je suis prêt à pardonner tout cet incident. Tu es prêt à me pardonner, demandai-je, lâchant un rire sec et creux qui résonna dans la pièce silencieuse. Je parie que oui, Julien. Je me penchai en avant et tapotai le dossier épais. Je sais tout. Je sais pour la voiture. Je sais que tu as falsifié ma signature. Je sais pour le fonds fiduciaire de ma grand-mère, et je sais pour le prêt usuraire que tu as contracté en mon nom. Le visage de Julien tressaillit. Le masque du mari raisonnable glissa, révélant le prédateur désespéré et acculé en dessous. Je te l'ai dit au téléphone, ce sont des manœuvres financières complexes. Tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires. J'investissais cet argent pour notre famille. Je comprends que la falsification d'une signature sur un titre de véhicule est un crime, dit papa, intervenant depuis son fauteuil inclinable. Son téléphone reposait nonchalamment sur son genou. Julien se retourna pour faire face à mon père. C'est une affaire conjugale civile, Richard. Ne t'en mêle pas, c'est devenu une affaire criminelle dès l'instant où tu as volé 40 000 $ à une banque assurée par le gouvernement fédéral en utilisant de fausses déclarations médicales, répondit papa calmement. J'ai passé quelques coups de fil pendant que nous attendions votre arrivée. J'ai parlé au directeur de l'agence bancaire locale. Il a été extrêmement intéressé d'apprendre que ma fille n'avait jamais signé ce bordereau de retrait de fonds fiduciaires. Vous avez appelé la banque, Alta Beatatrice, sa voix devenant aiguë et mince de terreur absolue. Elle attrapa le bras de Julien. Julien, s'il gèle les comptes, mon virement direct y arrive demain. Tais-toi, mère, cria Julien, perdant complètement son calme. Il se retourna vers moi, les yeux écarquillés et maniaques. L'homme d'affaires sophistiqué avait entièrement disparu. Tu veux savoir la vérité, Harper, cria Julien, pointant un doigt tremblant vers moi. Oui, j'ai pris l'argent. J'étais obligé. Tu ne travailles pas. Tu restes assise à la maison à faire la victime toute la journée. As-tu une idée de ce que coûte le maintien de notre mode de vie? Je mérite le meilleur. Et je me suis absolument assuré que si jamais tu essayais de me quitter, tu n'aurais rien. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de voiture. Et ton score de crédit est complètement détruit. Tu es une bibliothécaire fauchée et sans emploi avec un enfant. Qui voudra de toi? Tu ne peux pas survivre sans moi, Harper. Je me suis assuré que tu étais piégée de façon permanente. Le salon tomba dans un silence de mort. Le seul son était la respiration lourde et haletante de Julien. Il se tenait là, la poitrine haletante, l'air incroyablement fier de lui. Il pensait avoir porté le coup de grâce ultime. Il pensait que le fait de lui rappeler sa ruine financière totale la ferait s'effondrer en larmes et implorer sa pitié. Au lieu de cela, je me contentais de le regarder. Je regardais cet homme pathétique et avide qui avait passé 2 ans à me convaincre que j'étais malade mentalement juste pour pouvoir voler l'argent de ma grand-mère et payer les croisières de luxe de sa mère. Je ne me sentais plus petite. Je me sentais incroyablement puissante. Papa ramassa lentement son téléphone portable de son genou. L'écran brillait vivement, affichant un appel actif qui était connecté depuis plus de 10 minutes. « As-tu bien tout entendu ?» demanda papa, parlant directement dans le microphone du téléphone. « J'ai entendu chaque mot, capitaine. » Une voix grave et professionnelle répondit à travers le haut-parleur du téléphone. Clair comme de l'eau de roche. Aveu de falsification, de fraude bancaire et de contrôle coercitif.
Les genoux de Julien fléchirent littéralement. Il trébucha en arrière, se rattrapant sur l'accoudoir du canapé. Il fixa le téléphone lumineux, tout le sang s'écoulant rapidement de son visage. Qui est-ce, balbutia-t-il. C'est le procureur du comté, dit papa, sa voix entièrement dépourvue de sympathie. Je suis capitaine de police, Julien. Je rassemble des preuves irréfutables et vous venez de faire une confession verbale complète et non contrainte de plusieurs crimes d'État et fédéraux sur une ligne enregistrée. Béatrice poussa un bruit aigu et étranglé et se couvrit la bouche des deux mains. Elle avait l'air d'aller être physiquement malade. Le président de l'association des propriétaires n'allait pas aimer ça. Papa se leva, prit le dossier bleu sur la table basse et me le tendit directement. Il recula, se retirant physiquement du centre du conflit. C'est à toi de décider, Harper. Nous l'avons sur bande. Nous avons les documents falsifiés. Je peux avoir 2 officiers ici en exactement 3 minutes pour leur passer les menottes à tous les deux. Ils me donnaient le pouvoir. Après 2 ans à avoir tous mes choix volés, mon père me confiait la décision ultime. Je me levai, tenant le lourd dossier. Je marchai lentement vers Julien. Il recula, l'air incroyablement petit et terrifié. « Ou quoi ?» murmura Julien, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que tu veux, Harper ?» Je pris une profonde inspiration, sentant l'air remplir complètement mes poumons. Je veux récupérer chaque centime. Tout de suite. Julien cligna des yeux, secouant frénétiquement la tête. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas les liquidités. L'argent est lié à la SARL. J'en ai dépensé une partie. Alors tu ferais mieux de vendre ta montre de luxe, l'interrompis-je, ma voix tranchant ses excuses. Vends ton bateau. Vends le SUV de luxe de Béatrice. Je me fiche que tu doives supplier tes amis riches ou vider le compte de retraite de ta mère. Je veux les 40 000 $ de mon fonds fiduciaire. Je veux les 18 500 $ pour ma voiture volée. Et je veux les 4 500 $ de mes économies. Béatrice hurla. C'est 63 000 $. Nous ne pouvons pas obtenir ce genre de somme en une nuit. Vous avez exactement 12 heures, déclarai-je froidement, les regardant tous les deux. Si 63 000 $ ne sont pas déposés sur un nouveau compte à mon nom d'ici demain matin 9 heures, je porterai personnellement ce dossier au poste de police. Vous irez en prison fédérale pour une décennie, Julien. Et Béatrice, vous l'accompagnerez en tant que complice de fraude. Ils étaient complètement piégés. La cage invisible qu'ils avaient construite pour moi venait de se refermer violemment autour d'eux. Et une dernière chose, ajoutai-je, levant un doigt. Quoi ? Demanda Julien misérablement, fixant le sol. Je veux un divorce entièrement non contesté. Vous signerez les papiers immédiatement. Vous m'accorderez la garde physique et légale complète à 100% de ma sonne, et vous ne nous approcherez plus jamais. Tu ne peux pas prendre mon fils, murmura Julien. Mais il n'y avait absolument plus de combativité dans sa voix. Tu n'as jamais voulu un fils, dis-je. Tu voulais une possession. Tu voulais un accessoire pour tes cartes de Noël parfaites en famille. Eh bien, la photo est ruinée, Julien. Maintenant, sors de ma maison. Julien me regarda une dernière fois. Il ne vit pas la jeune fille effrayée et confuse qui demandait autrefois la permission d'acheter des courses. Il se retourna et sortit par la porte d'entrée. Béatrice le suivit de près, pleurant doucement dans ses mains. Lorsque la porte claqua, papa ferma le verrou. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu de ma vie. Je n'ai pas dormi une seule nuit. Je suis restée assise à la petite table de la cuisine dans le noir, baignée uniquement par la faible lumière bleue de l'écran de mon smartphone. J'ai regardé l'horloge numérique dans le coin de l'écran égrener les minutes, d'une lenteur agonisante. 8h58 du matin. 8h59, j'avais mon sac de voyage prêt. Papa était entièrement habillé en uniforme, buvant du café noir en face de moi. Nous avions un accord. Si l'argent n'apparaissait pas avant 9 heures, nous nous rendions directement au poste de police pour déposer les accusations formelles. Une partie de moi voulait presque qu'il échoue.
Une partie de moi voulait voir les menottes s'enclencher autour de ses poignets. Mais la partie logique et maternelle de moi avait désespérément besoin de la liberté financière pour construire une vie sûre pour ma sonne. 9 heures sonna. J'ai rafraîchi l'application bancaire sur mon téléphone. Rien. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Il ne l'a pas fait, murmurai-je. Laisse le système bancaire une minute pour traiter, dit papa calmement, prenant une gorgée de son café. À exactement 9h01, le téléphone vibra dans ma paume. Une bannière de notification apparut sur l'écran. J'ouvris l'application. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai failli laisser tomber l'appareil. Mais cette fois, le tremblement n'était pas dû à la peur ou à l'anxiété. C'était de l'adrénaline pure et non altérée. C'était là, affiché en chiffres verts brillants. Dépôt reçu, 63 000 $. Le compte d'origine indiquait simplement « Julian Miller ». Je lassai un souffle qui ressemblait à moitié à un rire, à moitié à un sanglot. Il l'avait fait. Je n'avais aucune idée de comment il avait réussi à liquider autant d'argent en une seule nuit. Peut-être qu'il avait vendu son bateau de panique à un voisin à perte. Peut-être que Béatrice avait dû vider son précieux portefeuille de retraite. Honnêtement, je m'en fichais. J'ai immédiatement effectué une série de virements. D'abord, j'ai remboursé intégralement le prêt usuraire de 40 000 $. Un clic et l'énorme dette qui planait au-dessus de ma tête comme une guillotine s'est évanouie dans l'air. Ensuite, j'ai remboursé les soldes de cartes de crédit frauduleux que Béatrice avait accumulés. Au moment où j'ai fini de nettoyer leur désordre criminel, il me restait un peu plus de 18 000 $ sur un tout nouveau compte hautement sécurisé auquel je seul avais accès. Ce n'était absolument pas une fortune colossale. Ce n'était pas le mode de vie aisé et confortable que j'avais laissé derrière moi dans ce manoir de banlieue, mais c'était de l'argent propre, et surtout, c'était mon argent. 2 jours plus tard, l'avocat de Julian envoya les papiers de divorce. Julian avait tout signé exactement comme je l'avais exigé. Il ne s'est pas battu pour la maison. Il ne s'est pas battu pour la garde. Lorsqu'il a été contraint de choisir entre être père et aller en prison fédérale, le lâche a choisi lui-même. Il a entièrement renoncé à ses droits parentaux en échange de sa liberté physique. J'étais officiellement une mère célibataire sans emploi, sans domicile permanent et avec un sentiment de confiance gravement ébranlé. Mais alors que j'étais assise sur le porche de mon père, regardant ma sonne jouer dans l'herbe, j'ai ressenti un sentiment de paix accablant. J'avais réussi à sortir de la cage, et j'avais gagné. 1 mois plus tard, je me tenais au milieu d'un petit salon exigu. La moquette était d'un beige délavé et semblait un peu usée sur les bords. La seule fenêtre ne donnait pas sur un jardin parfaitement entretenu avec un système d'arrosage sifflant. Elle donnait directement sur un parking asphalté très fréquenté. Emménager fut une expérience étrange. Je n'avais absolument aucun meuble à mon nom. Mon père m'avait donné un vieux matelas de sa chambre d'amis, et j'avais acheté un lit de bébé d'occasion pour ma sonne dans une friperie. Nous avons mangé des pizzas bon marché, assis les jambes croisées sur le sol nu pendant toute la première semaine. Mais le silence dans ce petit appartement était fondamentalement différent du silence dans le manoir de Julian. Dans cette grande maison, le silence était lourd et terrifiant, un jeu d'attente constant pour voir ce qui allait être critiqué ensuite. Ici, le silence était léger, paisible et entièrement le mien. Je me souviens de la toute première fois où je suis allée faire les courses seule. Je suis entrée dans le supermarché local avec ma propre carte de débit en sécurité dans ma poche. J'ai pris du lait, du pain et des fruits frais pour ma sonne. En me dirigeant vers la caisse, j'ai vu un présentoir d'amandes enrobées de chocolat cher. Julian détestait absolument les amandes. Il me disait qu'elles étaient un gaspillage d'argent frivole et m'interdisait de les acheter. J'ai pris la plus grande boîte de l'étagère et je l'ai jetée dans mon chariot. Quand je suis arrivée à la caisse, mon cœur s'est mis à battre nerveusement. C'était une réaction traumatique. Je m'attendais à ce que la carte soit violemment refusée. Je m'attendais à ce que mon téléphone vibre avec un message texte en colère de Julian me demandant pourquoi je dépensais de l'argent. J'ai glissé la carte dans la machine. Approuvé. Je suis sortie sur le parking.
Je venais d'acheter une berline d'occasion fiable de 10 ans avec une partie de l'argent récupéré. J'ai chargé mes courses dans le coffre, attaché ma sonne dans son siège auto et je me suis assise derrière le volant. Je suis restée assise là pendant 10 minutes, mangeant des amandes enrobées de chocolat et versant des larmes de soulagement profond. L'entreprise de Julien a finalement subi un coup dur. Les petites villes parlent toujours, et les rumeurs de sa fraude financière se sont rapidement propagées. Béatrice aurait déménagé en Floride parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'embarras social. Je n'ai pas pris la peine de vérifier les rumeurs. J'avais bloqué leur numéro de façon permanente et supprimé leurs emails. J'étais complètement concentrée sur la reconstruction. J'ai appelé mon ancienne patronne à la galerie d'art. Elle m'a accueillie à bras ouverts et j'ai commencé à travailler à temps partiel, à gérer des budgets et à sentir mon cerveau revenir lentement à la vie. Ce soir, je suis assise sur le petit balcon de mon appartement, buvant une tasse de thé bon marché. Je regarde le petit porte-clés métallique posé sur la table à côté de moi. Il y a 3 clés dessus. Une pour la porte principale de l'immeuble, une pour mon appartement et une pour ma vieille voiture fiable. Ce ne sont que des morceaux de métal découpés bon marché, mais pour moi, elles sont incroyablement lourdes. Elles pèsent autant que ma dignité retrouvée. Pendant longtemps, je me suis sentie incroyablement stupide d'avoir laissé faire. Mais j'ai réalisé que la violence ne ressemble pas toujours à un monstre violent. Parfois, la violence ressemble exactement à de l'aide. Elle ressemble à « laisse-moi gérer les factures pour que tu puisses te reposer ». Elle ressemble à une couverture chaude et lourde, mais lentement cette couverture est tirée de plus en plus serrée jusqu'à ce que vous ne puissiez plus bouger les bras et que vous soyez complètement étouffé. Je veux dire ceci à quiconque écoute et se sent piégé en ce moment. À quiconque doit demander la permission de dépenser son propre argent. À quiconque dont le partenaire surveille sa position sous couvert de sécurité. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas ingrat. Vous êtes en train d'être effacé. Ils vous diront que le monde est trop dur et que vous ne pouvez pas survivre sans eux. Ils mentent. Oui, le monde est dur, mais je préférerais dormir sur un matelas à même le sol dans un petit appartement que de remettre les clés de ma vie à quelqu'un d'autre.